La finance, c'est un domaine fascinant. D'un côté, on a des théories mathématiques super élégantes, presque parfaites. Et de l'autre, on a la réalité, le chaos imprévisible et souvent irrationnel des marchés. C'est justement de cette tension qu'on va parler. Au fond, la finance essaie de faire un truc un peu fou, prédire l'avenir. Le but, c'est d'utiliser tout ce qu'on peut, les chiffres, les modèles, pour tenter de deviner ce qui va se passer et bien sûr pour prendre les bonnes décisions maintenant. Mais voilà le truc, personne ne peut vraiment prédire l'avenir. Et voilà, on a notre problème. C'est le grand dilemme de toute la finance. Comment est-ce qu'on fait pour avancer quand on ne sait absolument pas ce qui nous attend demain ? Alors, pour gérer cet inconnu, la finance a une astuce. Elle utilise ce qu'on appelle des proxys. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. Un proxy, c'est une sorte de modèle, une histoire qu'on se raconte pour représenter ce futur inconnu. Pensez-y comme une carte. Ce n'est pas le territoire réel, mais ça aide à s'orienter. C'est une béquille pour nous aider à prendre des décisions, même dans le brouillard. Ok, pour décortiquer tout ça, on va suivre un plan simple. D'abord, on va parler de cette obsession de vouloir prédire l'imprévisible. Ensuite, on verra les modèles parfaits que la finance a créés. Puis, on introduira le grain de sable dans la machine, l'élément humain. Et enfin, on verra comment on fait pour naviguer dans tout ce chaos. On commence donc avec notre première partie, prédire l'imprévisible. La question est vraiment au cœur de tout. Comment est-ce qu'on prend des décisions logiques aujourd'hui pour un futur qu'on ne connaît absolument pas ? Pour gérer l'inconnu, la finance construit donc des cartes du futur. Et ces cartes, ce sont des modèles, des théories. On va commencer par regarder la carte la plus belle, la plus parfaite, la carte des théoriciens. Alors, dans le monde parfait des modèles financiers, tout est propre, tout est logique. Les marchés sont, prévisibles. C'est un monde où les gens prennent des décisions 100% rationnelles. Le rêve pour un mathématicien. La grande idée derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des marchés efficients. En gros, ça dit que toute l'information disponible est déjà dans les prix, elle est déjà intégrée. La version la plus courante, la forme semi-forte, nous dit que dès qu'une info devient publique, hop, le prix s'ajuste quasi instantanément. Résultat, en théorie, impossible de battre le marché. Et pour visualiser ça, on a des modèles comme l'arbre binomial. Ça a l'air compliqué, mais l'idée c'est de cartographier tous les futurs possibles pour le prix d'un actif. Chaque branche, c'est soit une hausse, soit une baisse. On essaie de mettre des probabilités dessus. C'est vraiment une tentative de dompter le futur, de le rendre calculable. Bon, si les modèles sont si bien faits, si propres, pourquoi est-ce que les marchés sont un tel bazar ? Pourquoi est-ce qu'on a des bulles, des crashs, des trucs qui n'ont rien de logique ? La réponse, elle est simple en fait. C'est nous, l'élément humain. C'est là que la théorie parfaite se heurte au comportement, disons, pas toujours rationnel. Et ça nous amène à un domaine passionnant, la finance comportementale. Elle s'intéresse à tous nos biais psychologiques. Par exemple, l'effet de troupeau. On suit la foule, parfois sans trop réfléchir. Ou le momentum. Un titre monte, alors tout le monde se jette dessus, ce qui le fait monter encore plus, même si fondamentalement, rien n'a changé. Une panique bancaire, c'est l'exemple parfait de l'effet de troupeau. Pour le groupe, la meilleure chose à faire serait de ne pas paniquer. Mais individuellement, si on voit tout le monde courir à la banque, on a peur d'être le dernier et de tout perdre. Alors on y va aussi. Et c'est cette peur, individuellement rationnelle, qui crée un désastre collectif. Et ça, c'est super intéressant. Dans la vraie vie, quand on demande aux directeurs financiers ce qu'ils utilisent, ils ne sortent pas toujours les modèles les plus compliqués de la théorie. Ils préfèrent souvent des méthodes plus simples, plus robustes, des trucs qui ont fait leurs preuves sur le terrain, même s'ils sont moins purs d'un point de vue académique. Ce qui nous amène à notre dernière partie, naviguer dans le chaos. C'est le moment où la belle carte bien dessinée ne correspond plus du tout au territoire, surtout quand ça secoue. Normalement, en finance, il y a une loi fondamentale, la loi du prix unique. Ça veut juste dire qu'une chose doit avoir le même prix partout. Logique. Sauf que, en période de crise, cette loi peut complètement voler en éclats. Imaginez, pendant une crise, on a d'un côté un vendeur paniqué, qui doit vendre à n'importe quel prix pour avoir de l'argent tout de suite. De l'autre, un investisseur plus calme, qui peut attendre. Résultat, on a deux prix différents pour exactement le même actif au même moment. Une vente en catastrophe, ou fire sale pour le premier, et le prix normal pour le second. La théorie classique, elle, ne prévoit pas ça. Prenons un autre exemple, les dividendes. Une entreprise qui augmente son dividende, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On pourrait se dire, super, ils sont rentables. Mais on pourrait aussi penser, mince, ils n'ont aucun bon projet où investir leur argent, alors ils le rendent. Le marché, lui, doit décoder ce message. C'est un vrai jeu de signalisation. Et le résultat de tout ça, c'est que la plupart des entreprises font tout pour avoir des dividendes stables, parce qu'elles savent qu'une baisse serait très mal interprétée par le marché. Donc, elles n'augmentent le dividende que si elles sont quasi sûres de pouvoir le maintenir. La priorité, c'est de rassurer, d'éviter d'envoyer un mauvais signal. Et ça nous amène à cette phrase, qui résume tout parfaitement. Le but étant d'avoir approximativement raison plutôt que précisément tort.
Dans le monde réel, un modèle parfait qui se trompe complètement ne sert à rien. Mieux vaut une approche plus simple, plus robuste, qui nous donne une bonne idée de la direction à prendre. Alors au final, la finance, c'est un art ou une science? La réponse n'est pas simple. On a besoin de la rigueur des maths, bien sûr, mais on a aussi besoin de l'intuition, de la compréhension de la psychologie humaine. La vraie compétence, finalement, ce n'est peut-être pas de choisir son camp, c'est de savoir quand se fier à la carte et quand il est temps de la poser pour regarder le paysage, le vrai, avec ses propres yeux.